Ok, on va aller mettre une image quand même ou l'autre quelque part. Donc, par exemple, ici, vous avez la place pour mettre une image sur la page de gauche. Ok, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné avec la flèche noire et vous allez faire fichier importer et aller importer une image que nous avions faite jour 1 après-midi. Je pense que vous devez avoir des images, on avait même été en chercher sur le web. Donc, voilà. Et alors, on va tracer la dimension de l'image. Bon, je réessaye. Voilà. OK. Avec la flèche noire, on peut recadrer, repositionner. Donc voilà, ça commence à devenir tout de suite plus intéressant. Donc faites en sorte que l'image, son bloc colle aux colonnes guides. C'est intéressant pour la suite. OK, je clique à côté de tout, je garde pas l'image là sélectionnée parce que si je vais chercher une autre image, ça risque de remplacer celle-là. Je fais un nouveau fichier importer et je vais aller chercher une autre image. Ah oui, ça c'était une image Photoshop. Il y a. OK, il n'a pas voulu la mettre vraiment comme je voulais. OK. Vous vous souvenez, le double-clic sur le bloc qui contient l'image et puis l'outil de transformation manuelle avec sur la poignée du coin la touche Alt et majuscule pour garder les proportions et que ça se transforme par le centre. OK. Bon, il n'est pas interdit de faire descendre. Voilà. Vous enregistrez le document quand c'est fait. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier les marges. On va voir qu'après avoir fait un document, la mise en page, il est possible de modifier encore les marges et de faire en sorte que les choses qu'on a mises, les blocs texte et les images qu'on a mises sur les pages, suivent les marges. Si elles touchent les marges, elles devraient suivre. Et c'est le cas ici, nos blocs texte touchent les marges et les colonnes guides. Ça devrait suivre. Bon, je vais enregistrer à nouveau et je vais indiquer que je fais une modification des marges. Avant même de le faire, j'indique que je vais faire que ce document-là aura les marges modifiées. Alors, petite astuce, quand vous avez des noms longs et que tout n'apparaît pas dans la boîte d'enregistrer sous, vous avez les flèches haut et bas sur le clavier qui vous permettent d'aller au début et à la fin du nom. Vous voyez? Les flèches haut et bas sur le clavier. Voilà. Ça peut être pratique. Donc, ces flèches-là, ou les flèches gauche et droite d'ailleurs aussi, permettent, quand on a des noms longs, d'aller au début ou à la fin du nom. Ceci dit, les noms longs, c'est pas très conseillé. Donc, les noms longs, c'est pas très conseillé parce que vous avez une fonctionnalité dans les logiciels Adobe qui est super intéressante, c'est fichier ouvrir une composition récente. Mais si vous avez des noms vraiment très très longs, à un certain moment, la fin ne va pas apparaître. Et si vous avez mis le numéro de version à la fin, c'est un peu mal barré, quoi. Mais bon. OK, donc vous avez enregistré en indiquant déjà que ça va être les marges modifiées. Ça, c'est une astuce, quand vous allez faire une modification majeure dans un document, c'est toujours bien d'enregistrer le document et ensuite, tout de suite après, de l'enregistrer sous un autre nom. Comme ça, si vous faites une gaffe là maintenant, vous aurez la version d'avant qui sera toujours disponible, vous voyez.
en supposant, oui, on a la palette historique pour aller en arrière, OK. Moi, j'ai tendance à être très prudent. Bien. Alors ici, les images, on les a mises, sans faire à bord perdu, vous voyez? Il fut un temps où ce genre de mise en page était assez, mal vu, que ça paraissait un peu amateur, mais il se trouve que dernièrement, on voit apparaître de plus en plus de magazines avec des mises en page comme ça. Je vais vous montrer. Donc, je vous le dis tout de suite, moi, très longtemps, je faisais les images qui étaient près du bord, je les faisais aller au-delà, en bord perdu, mais maintenant, c'est pas nécessairement le cas. Oui, oui. Alors ici, j'ai indiqué Fashion Page Layout, donc pour trouver des mises en page qui concernent la mode, parce qu'en général, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. On y reviendra sur les mises en page de magazines de mode, vous allez voir, mais ici, je regarde une mise en page ici, voilà, où vous avez ce qu'on a fait en fait, hein. Les images sont dans la zone intramarge avec de l'espace autour. Donc, je vous dis franchement, ce genre de mise en page, il fut un temps où ça paraissait foireux, mais maintenant, ça devient de plus en plus courant. Et dans le même magazine, vous avez certaines images qui sont à bord perdu. Ici, ils ont fait le choix, visiblement, que ce soit les images qui sont pleines pages, qui soient à bord perdu. Au passage, oui, deux manières de faire. Oui. L'image ici ne déborde pas sur la page d'à côté, là elle déborde sur la page d'à côté, donc les deux manières de faire. En général, on dit qu'il vaut mieux plutôt faire ça quand vous faites une image qui est pleine page, faites-la déborder un peu sur la page d'à côté, pour ouvrir la mise en page, pour ne pas cloisonner trop. Mais bon, voilà, donc c'est juste au hasard, un magazine que j'ai trouvé comme ça, j'aurais pu en montrer d'autres. Voilà. Ça donne un peu l'effet Polaroid, en fait. Donc c'est assez bien adapté, au sujet ici de la mode, mais franchement, pour d'autres sujets, vous pouvez utiliser ça aussi. Comme quoi, tout change, en fait, hein, les habitudes de mise en page changent. Bien, alors, on y va, changer les marges. Une chose qui va être faite, c'est notamment élargir ici les marges. C'est ce qu'on appelle le petit fond et les extérieurs, c'est le grand fond. Le petit fond, pourquoi est-ce qu'on serait amené à élargir? Ben, en général, c'est parce que ça, c'est la reliure, en fait. Et avoir du texte qui va trop près de la reliure, pour la lecture, c'est pas toujours très facile. Parce qu'à cet endroit-là, la page n'est pas vraiment plate, vous voyez? Donc, on va faire ça, on va augmenter la taille du petit fond. On va également augmenter le pied, la marge de pied, parce que c'est intéressant visuellement d'avoir plus d'espace dans le bas de la page, comme pour asseoir la mise en page sur un espèce de socle virtuel. OK, faisons ça. Donc, il faut la palette page, menu fenêtre page. Et si on va faire ça oui, si on fait ça actuellement, là, comme ça va le faire seulement sur les pages 2 et 3 qui sont sélectionnées. D'accord? Clic, majuscule clic, 2 et 3 sont sélectionnés. Ça va le faire sur les pages 2 et 3, la modification des marges. Mais je veux le faire sur toutes les pages. Pour la mise en page que je vais faire par la suite sur les pages suivantes, quoi. Et donc, dans ce cas-là, il faut le faire sur le gabarit. Alors, faites clic, majuscule clic pour activer les deux pages du gabarit. Je vais zoomer ici un peu en arrière. Comme ça, vous allez voir que sur les pages après les pages 2 et 3, ça va le faire aussi. Et alors, vous allez sur menu page en haut de l'écran, marge et colonne.
Alors là, vous avez les marges, c'est ce qu'ils nous proposaient quand on a créé le document. Comme on veut faire des marges différentes sur le fond, le petit fond, en fait, sur le petit fond et sur le pied, il faut que la chaîne soit cassée. Alors, testez ça. Passez de, par exemple, 12,7, indiquez 20, touche tabulation, ne cliquez pas sur OK surtout. Touche tabulation pour valider ce qu'on a mis dans le cartouche ici. Voilà, et vous avez dû remarquer, si vous avez la case aperçu cochée, que ça s'est élargi. Voilà. On a agrandi. Bon, si on met 30, ça va se voir encore plus. 30, touche tabulation. Voilà. Bon, mais dans ce cas-ci, on va cliquer sur annuler parce qu'on veut que les blocs qui sont déjà présents dans la mise en page là bougent avec les marges qu'on est en train de modifier. Donc toujours en ayant les 2 pages du gabarit activées, on retourne dans page marge et colonne. Si vous avez fait la gaffe de cliquer sur OK au lieu de annuler, vous avez la palette historique pour aller en arrière. Il faut qu'on soit revenu avec nos marges à 12,7 mm, à demi-pouce. Donc, page, marge et colonne. Et cette fois-ci, avant de modifier les valeurs ici, on va aller enclencher ceci, ajuster la mise en page. Ajuster le contenu verrouillé, c'est toujours intéressant qu'il soit coché, comme ça, s'il y a des calques qui sont verrouillés, ils vont quand même subir la modification. Les blocs vont bouger. Ajuster la taille de la police n'est intéressant vraiment que lorsque vous faites un changement majeur de format du document, quand vous réduisez beaucoup ce qu'on appelle l'empagement dans ce cas-ci. L'empagement, c'est la zone des marges, en fait. Donc, pas besoin de cocher ajuster la taille de la police dans ce cas-ci, parce que c'est une petite modification qu'on fait. Donc ici, je vais indiquer, par exemple, 25, touche tabulation, et là, on devrait voir que les blocs suivent. Voilà. Les blocs ont suivi, les colonnes guides se sont étroitisées, bien sûr, forcément, et l'image est restée calée sur les 3 colonnes guides, les 4 dans ce cas-ci, les blocs texte. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, le signe plus est apparu parce qu'il y a moins de place pour montrer tout le texte. Logique. On va remonter aussi le footer, le pied. Donc, voilà. Par exemple, ici, je vais indiquer 30, touche tabulation, et c'est remonté. Voilà. Donc, très intéressant de pouvoir modifier une mise en page comme ça. Tiens, l'entête, je vais peut-être aussi la modifier. Je vais la faire passer à 20, touche tabulation. Donc, ça fait tout de suite, ça respire plus, la mise en page respire plus, ça fait moins remplissage parce qu'on a augmenté la taille des marges. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? Donc, très intéressant, ça. OK, vous pouvez faire fichier enregistré pour mettre à jour le fichier que vous avez enregistré précédemment. Avant même qu'on ait fait la modification des marges, on l'avait enregistré. Donc, on fait la mise à jour, voilà. Alors, la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce qu'il y a des règles à respecter pour la zone qu'on donne sur la page, la zone qu'on donne au texte et aux images, ce qu'on appelle donc l'empagement? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Eh bien, moi, je dirais non, faites au cas par cas. Par contre, je vais vous expliquer quelque chose d'assez intéressant. Ici, dans le moteur de recherche, j'ai tapé calcul empagement. Et il existe en réalité plein de méthodes pour calculer la zone que va occuper le texte sur la page. Alors, si vous travaillez avec un éditeur, il va vous dire, parfois c'est lui qui va faire la mise en page d'ailleurs, l'éditeur, et vous n'aurez pas le choix parce qu'il y a des guidelines,
manière de faire chez cet éditeur. Donc, pour l'empagement, vous n'aurez pas le choix quand c'est un livre. Mais sinon, si c'est vous qui faites la mise en page, voilà, il y a des méthodes qui existent. En voilà une qui est assez connue. Et alors, la question qu'on me pose souvent, oui, mais toutes ces méthodes de calcul de l'empagement, elles donnent à peu près le même résultat. Pas du tout. Elles donneraient des résultats très différents. Oui, mais alors, quelle est la bonne? Mais il n'y en a pas de bonne. Voilà une méthode de calcul de l'empagement qui est connue, mais que je ne vous conseille pas d'appliquer, hein, mais voilà, vous allez comprendre. Vous avez la double page, on crée des diagonales sur la double page, vous voyez les grandes diagonales là. Voilà. Ensuite, sur la page, on crée également une diagonale. Là où la diagonale de la double page et celle de la page se croisent, on remonte une ligne. Arrivé sur le bord de la page, on trace vers le croisement de la page d'à côté. Ça nous donne le point de départ de l'empagement. Il suffit de le tracer, le voilà. Donc, c'est une méthode. Et alors, c'est du snake oil, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Parce que l'empagement, vous pouvez le choisir comme vous voulez en réalité. Il y a aussi des empagements qui sont, oui, et notamment d'autres choses, le choix, on vous parlera du choix des tailles de titres, de sous-titres, etc., basé sur le nombre d'or, tout ça c'est du pipeau. Donc quel est l'intérêt de ce genre de choses, de suivre des méthodes comme ça existantes, le nombre d'or ou ce genre de méthode ici? Deux intérêts. Premier intérêt, si vous êtes du genre à vous poser des questions et à douter de vous quand vous faites des choix, voilà, j'ai choisi cet empagement-là, mais est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que ça aurait pas été mieux autrement? Je suis ennuyé, je commence à vraiment être ennuyé par cette question. Eh bien, suivre une méthode comme ça vous donne une réponse. Voilà, si vous êtes perfectionniste et que vous doutez toujours de vous, vous voulez toujours faire les choses parfaitement, ce genre de méthode vous donne une réponse et vous la suivez, et puis voilà, fin de l'histoire. Autre intérêt de suivre des méthodes comme ça, c'est que si un client vous dit tiens, on n'aurait pas fait la zone de texte plus grande ou plus petite ou plus haute ou plus large, vous pouvez lui sortir non, en fait, nous avons suivi une méthode connue et éprouvée, et voilà. Et donc là, ça peut clouer le bec au client, lui dire ben oui, tu essayes de changer le truc, mais si on s'éloigne et que ça foire, ce sera de ta faute, quoi. Et alors, si en plus vous avez suivi le nombre d'or, là, sortez le terme nombre d'or au client. Oui, on a suivi la règle du nombre d'or. Ah, le nombre d'or, ça doit être un truc chouette, ça, si c'est en or. Voilà. Donc, personnellement, je ne suis pas ce genre de méthode, mais vous voyez deux intérêts que ça peut avoir. Hein. Se défendre contre vous-même, qui êtes perfectionniste et qui n'êtes jamais sûr d'avoir fait le bon choix, ou contre le client qui veut modifier votre mise en page, vos choix. Voilà. Après, vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous dire non, c'est sérieux. Ben, si c'est sérieux, comment ça se fait qu'on a à chaque fois des résultats différents? Ne sont pas poussés. Suivant la méthode d'empagement, il y en a bien 6-7 de méthodes d'empagement, de calcul d'empagement, quoi. Enfin bref, voilà. Donc voilà, on a utilisé une méthode qui, ce sont les colonnes guides qui étaient, qu'on pouvait choisir au moment où on créait le document et puis modifier après par menu page, marge et colonne. Après, il existe une autre méthode pour créer ces guides pour la grille modulaire. C'est les repères. On va en parler plus tard. Mais avant qu'on ne voit ça, je vais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant. C'est la possibilité de changer le format. Vous allez enregistrer le document ici en changeant son nom. Je vais l'appeler A4 vertical. Voilà. Puis je vais l'enregistrer encore en fichier enregistré sous. Et celui-là, je vais l'appeler
lettre horizontale. Donc, vous avez compris ce qui va être fait, c'est qu'on va adapter le document du format lettre verticale au format A4 vertical, et aussi, on va l'adapter du format lettre verticale vers le format lettre horizontale. C'est juste un choix que je viens de faire ici pour vous faire la démonstration, pour vous montrer qu'on peut, après avoir fait un document, changer le format. Donc, ça va ressembler un peu à ce qu'on vient de faire, sauf qu'ici, on a joué que sur les marges, les valeurs de marge, mais ici, on va jouer vraiment sur le format. Ouais, c'est pas très sûr. Alors, vous allez dans le menu fichier, ouvrir une composition récente et vous choisissez celui que vous aviez appelé A4 vertical. Donc, il s'agit du format lettre verticale pour l'instant, évidemment, mais on va l'adapter vers l'A4 verticale. Donc, encore une fois, avant de faire l'opération, j'ai enregistré d'abord le document avec le nom de l'opération que je vais faire, l'opération majeure que je vais faire là, et puis je vais faire l'opération. Ça va, vous avez votre document qui s'appelle A4 vertical, vous l'avez récupéré par fichier, ouvrir une composition récente. On va dans le menu fichier, et là, vous avez ajusté la mise en page. Et dans la boîte ajuster la mise en page, vous allez choisir à la place de lettres, vous allez choisir A4. Alors, les marges vont rester les mêmes, sauf si vous cochez ceci, ajuster automatiquement les marges lors des modifications de taille de la page. Cochez-le. Donc, au lieu d'une marge de 20 mm au-dessus, j'aurais peut-être 18 ou 22, je sais pas, voilà, mais ça va peut-être un peu changer, parce que le format A4 est quand même très similaire du format lettre, mais... Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La taille de la police, non, pas ici, parce que c'est pas un changement majeur de format, les formats sont très semblables. Ajuster le contenu verrouillé, oui, ça c'est bien. Ben écoutez, voilà, A4 vertical, vous cliquez sur OK, et voilà, vous avez de l'A4 vertical. Et les blocs continuent à coller aux marges. Parfois, les images, c'est surtout quand on fait un changement majeur de format, les images, il faut les repositionner. On va voir. Est-ce que ça a fonctionné chez vous, là? Oui. Parfait. Au niveau des marges, si je vais dans page, marge et colonne, ah, il m'a conservé les marges apparemment. Attendez un peu, il faut que j'active les deux pages de gabarit. Oui, il m'a conservé les marges telles qu'elles étaient. OK. Donc, je fais fichier enregistré, voilà. Alors, on va faire l'autre opération, fichier, ouvrir une composition récente, et on va chercher maintenant lettre horizontale, ce qu'on avait enregistré précédemment. Voilà, ça c'est le format lettre verticale. Ben, faites la même chose, c'est juste faire passer en horizontal. Fichier, ajuster la mise en page. Lettre, ça reste comme ça. Et on fait passer en paysage, en horizontal. Ajuster automatiquement les marges. Oui, on va cocher ça. OK. Et voilà, on a une version horizontale du document. Et c'est ce que je vous disais, pour les images, ben voilà, c'est pas l'idéal. Il va peut-être falloir aller double-cliquer sur l'image pour descendre au niveau du contenu. Puis modifier. Alors, avec la touche majuscule, on force le déplacement à être parfaitement sur les axes. Hein. Si je bouge une image comme ça avec la touche majuscule, il n'y a pas de risque qu'elle aille comme ça à gauche ou à droite. Elle est calée sur l'axe. Voilà. OK, et là, ça a l'air d'aller. Oui, quand on fait quand même un changement majeur comme ça, les images, il faut les repositionner.
OK, on fait fichier enregistré et on a notre document horizontal. J'aurais pu faire de l'A4 horizontal, à la fois changer l'orientation et le format, évidemment. Alors, cet ajustement de la mise en page, ça peut être intéressant quand on démarre, par exemple, on a fait un poster et on doit faire un flyer. Eh bien, on va pouvoir passer d'un poster qui est très grand, 60 centimètres sur 80, vertical par exemple, vers un flyer qui va être format A5 horizontal par exemple. Euh, donc, grâce à ça, ça va vous pré-mâcher le travail. Il faudra encore bouger des choses, ajuster, mais ça va déjà vous pré-mâcher le travail. Donc, pensez-y. Alors, pour la suite, logiquement, après vous avoir montré comment faire les colonnes guides de cette manière-là, je devrais vous expliquer comment les faire avec des repères et en utilisant aussi des calques. Mais, pour changer un peu, je vais postposer cette explication à un peu plus tard. Et ce que je vous propose de faire pour la suite, c'est de parler du texte justifié. Pour l'instant, il est en drapeau, il colle à gauche, mais on va le justifier. On va mettre du vrai texte français, ou anglais d'ailleurs, ce sera l'occasion de voir. On parlera de l'alignement sur la grille, des styles de paragraphes, des parentages de styles. Voilà. Et j'ai d'autres choses en réserve pour aujourd'hui, notamment l'habillage de texte, les grilles d'images, les images dans le flux du texte. Donc, pour que ce soit quand même assez varié, je ne vais pas donner l'explication sur la création de repères, l'autre manière de faire de la grille modulaire. En plus, ça risque de vous embrouiller. On parlera à un certain moment, bien sûr, de l'exportation du PDF. Il faudra transformer la résolution des images et les faire passer aussi en CMJN lors de l'exportation. Donc, tout ça, c'est des choses intéressantes à voir. On parlera aussi des filets, les titres courants, en fait. Sur le dessus d'un magazine, on met un titre courant, ça se met dans le gabarit. Et aussi un footer éventuellement, donc quelque chose qui se retrouve sur toutes les pages du magazine. Enfin, voilà, il y a quelques petites choses à faire qui vont améliorer la mise en page au fait. On va progressivement s'approcher de mise en page plus pro. On va aussi analyser des documents existants parce qu'on en a analysé un, mais qui était hyper simple hier. On va en voir d'autres